Donc moi je vais juste intervenir sur disons, la partie plus syndicale des alliances, ou non-alliances d'ailleurs. Et puis essayer de faire d'abord un constat de ce que les 40 dernières années, en tout cas personnellement moi j'ai connu en tant que militant de la CGT jusqu'en 99. Et 99, on va y revenir, il y a des raisons précises pour lesquelles les gens comme moi sont partis de la CGT et sont partis ailleurs. Si on prend le début des années 70, pour ce qui concerne les luttes qui touchant la grande majorité des salariés, celles qui formatent la société, toutes sont en réaction à des attaques des différents gouvernements en relation avec le grand patronat, le MEDEF, comme on l'appelle. C'est-à-dire que le cahier de revendication est exclusivement celui des patrons, avec l'aide de la social-démocratie, pas négligeable, qui est parfois au gouvernement, comme dans les années 80. Bien sûr, les néolibéraux prennent leur part dans ces attaques contre le monde du travail, mais ils sont largement aidés par la montée du Parti socialiste. Il s'agit, comme on le dit souvent, effectivement, de détruire les différents acquis du CNR, Jacques l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est tout à fait fondamental cette affaire-là. Pendant les 30 glorieuses, dont mai 68 fait partie, les luttes sont, donc on est avant 70, avant 1970, on est là sur des luttes qui sont essentiellement menées par les syndicats de classe et de masse, par le syndicat de classe et de masse qui était la CGT, avec l'appui, il faut reconnaître, d'un fort parti communiste à l'époque. C'est une époque où le réformisme et la social-démocratie sont relativement faibles. Et on est à ces époques-là sur des cahiers revendicatifs des syndicats. On fait nos propres... on met en place des revendications, disons, nouvelles. On veut aller plus loin que n'était le CNR. On s'adapte dans la marche en avant. Et là, on voit les années 70-74, là, ce basculement se fait. Donc, effectivement, 74, c'est assez bien, je crois, calé dans le temps, c'est l'inversion du mouvement. C'est le début des fermetures des hauts fourneaux dans le nord de la France, le chômage prend de l'extension, les délocalisations commencent, le néolibéralisme prend le dessus avec l'aide du syndicat français réformiste par excellence, qui est la CFDT. Le dialogue social, et voilà, prend le pas sur la lutte des classes, et c'est pas une mince affaire. Un homme joue un rôle prépondérant, étant lui-même membre de la CFDT et du Parti socialiste, c'est Jacques Delors, que l'on retrouve plus tard dirigeant de l'Union européenne et promoteur de l'acte unique européen. Nous sommes en 1986. La grande nouveauté des années 95-99, c'est l'évolution, un peu vite, hein, c'est l'évolution vers la social-démocratie de la CGT, qui aboutit à l'adhésion de celle-ci à la Confédération européenne des syndicats, la CES. À ce moment-là, évidemment, il y a des échauffourées à l'intérieur de la CGT. Une partie importante des militants sont en désaccord, et une autre partie quitte simplement le mouvement syndical. Cela aboutit à une désorganisation et une perte d'éléments actifs très importante. Il y a même ici dans la salle des gens qui ont été des militants, je pense, assez avertis, on avait en tout cas des responsabilités, tous. Certains sont partis, d'autres sont restés et désormais partis, eux aussi parce que ça devenait intenable. À l'intérieur des syndicats, on a fait la peau des gens qui se battaient sur les bases de classe. On les a laminés, mis dans des situations extrêmement difficiles. Parallèlement, donc, à cette
époque-là, on a un parti communiste qui entre au gouvernement du socialiste Jospin, pas le fait du hasard non plus, ça, et ce gouvernement a, Jacques Lossidi, a privatisé beaucoup d'entreprises. Le PCF est aussi aspiré par ce mouvement qui l'emmènera vers les bas-fonds dans lesquels il se trouve aujourd'hui. Bien sûr, la chute du mur de Berlin en 1989 n'est pas étranger à cette évolution, c'est évident. Donc, c'était une époque où, en tout cas, moi, personnellement, on est là dans les années 99 à peu près, dans les années 19, 95, 19, ce que je disais tout de suite. Donc, j'ai moi personnellement vu des dirigeants de la CGT, avec qui on était copains, tout d'un coup passer de l'autre côté de la barrière, nous éliminer, et signer sans état d'âme, dans mon entreprise, à EDF à l'époque, la mise en place des 35 heures, c'était, voilà, tout le monde se souvient, mais en contrepartie, c'était le retour du travail le samedi matin, qu'on avait combattu en 70-75, quand moi je suis rentré à EDF, parce qu'on voulait arrêter de travailler le vendredi soir, donc on nous remettait tout ça sur le dos. Au lieu de terminer vers 17h, on nous demandait de travailler jusqu'à 19h, évidemment par palier. On nous promettait des embauches, aucune précision bien sûr, jamais réalisée, hein, au contraire bien sûr, et surtout la baisse de la masse salariale. Avoir des embauches et avoir la baisse de la masse salariale, il y avait comme une contradiction qui était quand même un peu difficile à avaler, voire même impossible. Il fallait donc, si on embauchait du monde, bien sûr, diminuer les salaires de ceux qui étaient en place. Pas d'autre solution. Et bien ça n'a pas empêché nos copains de la CGT à l'époque de signer tout ça. Depuis cette époque, les syndicats tentent systématiquement de se mettre d'accord pour faire l'union. Voilà, hein, on fait l'union. Ce qui se traduit par une grève tous les 15 jours, qui bien sûr ne fait pas bouger le patronat, ni le gouvernement. Mais il suffit d'attendre quelques temps pour que le mouvement faiblisse tranquillement, et le gouvernement, avec l'extrême obligeance, avec une extrême obligeance envers le patronat, passe en force quand le gouvernement ne trouve pas de majorité au Parlement pour voter ses lois. 49.3. C'est précisément ce qui se passe actuellement avec la loi El Khomri. Évidemment, les syndicats en France, il faut le noter, c'est 8% de syndiqués. C'est l'un des taux les plus bas des pays européens environnants. Ce qui pose forcément des problèmes d'ordre représentatif, aujourd'hui bien sûr, mais aussi, il ne faut pas négliger, d'ordre financier. Il faut bien aller chercher l'argent qui part. Or, où est-ce qu'il y a l'argent de plus en plus et où est-ce qu'il y en a de moins? Tout le monde a bien compris où est-ce que l'argent se trouve pour, si on veut se maintenir, avoir quelques subsides. Eh bien, il faut aller voir les patrons, il faut aller voir la CES, il faut aller voir l'Union européenne. Tout le monde finance une partie de tout ça. Ça a des contreparties. Incontestablement, ça a des contreparties. Donc si l'évolution est naturelle, chacun comprendra, il n'était pas obligatoirement écrit que le syndicalisme français glisse dans son ensemble, finalement, vers le compromis et le dialogue social. Cette espèce de truc à la con où on nous disait dites-nous ce que vous voulez, on va vous le faire. Je disais, moi, il n'y a qu'à supprimer la CGT. Et bon, ça faisait un peu bizarre. Mais au bout d'un moment, si c'est ça, ça fait un peu. C'était un petit peu n'importe quoi. Donc, il est effectivement un autre chemin où les contradictions s'expriment pleinement entre le capital et le travail, et où le compromis n'intervient qu'ensuite. C'est une toute autre démarche que de rechercher le dialogue social en permanence. Pas la même chose que ça. Mais évidemment, c'était là aussi sans compter sur la montée en puissance de l'Union européenne et de son organisation syndicale, la CES, la Confédération européenne des syndicats. Son unique rôle à cette CES a été de mettre en place un syndicalisme européen, donc, sur des bases exclusivement réformistes. D'ailleurs, tant que la CGT n'a pas fait allégeance, pas question d'entrer à la CES, ça s'appelle de l'OTA chez nous, qui, responsable CFDT, donner la possibilité ou non à la CGT d'entrer. Le plus triste, c'est qu'elle ait fait allégeance, ce qui n'a pas manqué de conduire au désastre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
La CES n'est pas le fruit de relations de travail ou de pratiques d'entraide préalables entre les ouvriers des différents pays, ni de regroupement de fédérations professionnelles ou de structures locales, mais c'est une construction par le haut, à la suite d'accords entre dirigeants syndicaux. Le syndicalisme européen résulte directement de la construction européenne. Ce qui rythme la vie de la CES, ce sont les exigences du dialogue social. Le bréviaire officiel de l'organisation explique d'ailleurs que l'évolution de la CES ne relève pas de la lutte des classes, mais de l'institutionnalisation de la politique européenne. Il n'y a que pour ça. En fait, étudier la réalité de la CES nous permet de penser l'aboutissement du processus actuellement en cours, partout, d'intégration du mouvement ouvrier européen. Cet aboutissement, c'est la construction de structures vouées au dialogue social, entre guillemets, et colonisées par des experts en tout genre. On y retrouve les lobbies, les machins, les trucs qu'on a partout, on connaît plus ou moins tous. S'il est vrai que la lutte des classes est internationale dans son contenu, mais nationale dans sa forme, alors il n'y a aucun avenir pour le mouvement ouvrier salarié dans une CES telle qu'elle est là. Il faut en sortir. Quelles alliances possibles aujourd'hui, à partir de ce qu'on a dit là, sur ce programme de démondialisation? L'analyse nous laisse penser que dans ce contexte, il ne peut y avoir d'alliance prépondérante avec aucun syndicat français, d'association non plus d'ailleurs. Je ne crois pas que ça puisse passer par ce... On a vu des coordinations se monter, on a vu tout ça tomber à l'eau de la même manière. Je veux dire, sans une organisation précise, on ne va pas loin. Et là, le mouvement associatif, effectivement, c'était le bon ton, quoi, quand on avait compris dans nos boîtes, on avait tous nos cadres, nous, se retrouver au Resto du Cœur, ils venaient expliquer là. Je crois qu'il y a des vidéos du christianisme qui doit être derrière, c'est rien. En tout cas, tout d'un coup, ils se refaisaient une virginité en disant on a tellement détruit qu'on va essayer de reconstruire quelque chose avant la dernière ligne droite. C'est un truc dans ce goût-là. Donc, il s'agit plutôt donc de soutenir des actions initiées par les syndicats. Par contre, ils sont importants, ce n'est pas le problème, qui se battent, par exemple, en ce moment contre la loi El Khomri. Il faut d'ailleurs remarquer qu'un à un, les pays européens sont confrontés au démantèlement du Code du travail. Job Act, ici, Arts, machin, enfin voilà. Et les Belges en ce moment, enfin bref. On a bien là une attaque frontale, règle, précise du capitalisme, et là mondialisé pour le coup, parce que oui, l'Union européenne, bien sûr, mais on a là, on voit bien cet aspect pesant du monde capitaliste. Il convient de regarder ce que dit la Commission européenne dans le cadre du semestre européen, par exemple, pour chaque pays. Concernant la France, elle dénonçait en particulier la rigidité du marché du travail. Dans son communiqué de 26 février 2016, la Commission préconisait la décentralisation de la négociation collective à l'échelle de l'entreprise et une diminution généralisée des dépenses sociales. C'est ce que met en place avec zèle notre gouvernement dit socialiste. Aucun syndicat ne remet en cause, en France, ces directives et dit effectivement pour l'instant, on va essayer de réfléchir autrement. Comment ça se fait, pourquoi on est entré là-dedans et comment on peut en sortir. Donc pour nous, la priorité, c'est de retrouver la souveraineté nationale. Pour cela, évidemment, démondialiser, c'est une nécessité absolue, faire partager ces idées-là. C'est à la représentation nationale d'écrire des lois par l'intermédiaire des députés. Il faut sortir des piliers du néolibéralisme. On l'a dit, libre-échange, finance, différents traités. Il est temps de s'apercevoir que le syndicalisme européen est mortifère pour les salariés et excellent pour le patronat. En tout cas, moi, ce que je crois fondamental, c'est que si le gouvernement prend fait et cause, les gouvernements prennent fait et cause pour l'entreprise et le patronat, se mettre du côté du patronat, comme c'est le cas depuis des années, alors il ne peut pas y avoir d'avancée sociale. On a toujours le blocage
cette espèce de triptyque, on n'a pas de gouvernement qui nous donne là, on est battu d'avance. Donc, ça veut dire que la lutte politique est fondamentale et première. Et aujourd'hui, c'est la social-démocratie qui est au pouvoir. Elle a mis en place l'idée de collaboration de classe et nous ne voyons pas un seul syndicat capable, pour l'instant, de sortir de ce carcan européiste. Pour autant, si on regarde, et il se trouve que nous, on a été, à la suite d'une action montée sur le Cavado sur le maintien des services publics des sapeurs-pompiers, même si ça a fait sourire au début, aujourd'hui ça fait moins sourire. À tel point que le président du conseil général, du conseil départemental, comme on dit maintenant, a souhaité nous rencontrer. On pensait qu'il allait nous entretenir pour un quart d'heure. On avait convoqué la presse au bout. La presse a rigolé parce qu'on est resté 1h05 dans le bureau des deux protagonistes. Il y avait là le président du conseil départemental donc, et aussi un président de communauté, disons, de commune. Ils étaient aussi deux. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que la démondialisation, ce qu'on fait, ce qu'on raconte, ce qu'on dit, leur fait peur. C'est-à-dire qu'on doit être quelque part dans le bon sens. Ils voulaient savoir qui on était, précisément. Ils avaient pris des billes sur Jacques Nikonov. Ils voulaient comprendre combien on était, ce qu'on faisait, comment on fonctionnait. Enfin, il y avait des questions effectivement politiques, puisqu'on est allé en posant des questions politiques. On vient de publier le résultat. Ces gens-là, ils savent parfaitement qu'il n'est pas question pour eux de revenir en arrière. Ce sont des gens de l'UDI. Oui, c'est vrai que le modèle, il le dit clairement. Oui, le modèle social est fini, mort, terminé, il faut arrêter tout ça. On n'a plus les moyens. La mondialisation, c'est automatique, on ne peut rien faire. Je dis pourquoi? C'est comme ça. Ah bon, c'est comme ça, il n'y a pas de réponse, ça. Voilà, expliquez quand même un peu plus que ça, vous qui si j'étais au pouvoir, je dis attendez, vous êtes sénateur, président du conseil départemental, questeur au Sénat, tout ça, vous n'êtes pas au pouvoir. Oui, mais non, mais enfin, si j'étais au pouvoir, je supprimerais les impôts et je mettrais une TVA sociale. Je dis, voilà, comme ça, on a la globalité de l'affaire. Je veux dire qu'ils savent parfaitement où ils vont, ils savent qu'ils vont dans le mur, ils sont mal. S'il y a des forces, effectivement, pour appuyer, on doit pouvoir décoincer un certain nombre de choses. Mais il faut bosser, et des alliances, elles se feront, à mon sens, en marchant sur des bases, effectivement, d'un programme qui, au moins, a le mérite d'exister et peut être discuté.